d'une très très grande précision. La France est en Occident un des rares pays, évidemment, les Américains sont très au-dessus, mais avoir des capacités de cette nature, c'est extrêmement performant. Et donc, même si les Américains fournissent beaucoup d'images aux Ukrainiens, la France fournit aussi des images. Et donc, il est normal, les Ukrainiens étant sans doute moins habitués à utiliser de l'imagerie satellitaire, que les services français les appuient dans l'exploitation de ces renseignements qui sont de première importance. Ça veut dire qu'on a nos satellites dans le ciel, dans l'espace, et nos hommes sur le terrain pour aider les Ukrainiens à leur dire concrètement, là, tu as un tank russe, là, tu dois bombarder. C'est aussi simple que ça ou pas? Oui, oui, il est très probable qu'il y ait un appui technique dans ce domaine-là, parce que vous savez, interpréter, même si la résolution est très faible, hein, donc le détail de ce qu'on voit est très très précis, mais ça n'empêche que c'est un métier très particulier, hautement sophistiqué, que de savoir interpréter des images. Et la deuxième grosse mission dont on pourrait éventuellement parler, je parle sous votre contrôle, c'est l'instruction du matériel militaire, notamment les 6 fameux canons César. Il est engagé sur le front du Donbass depuis à peine 3 semaines. Son obus de 155 mm va viser une cible russe située à 40 km de là. Et avant même qu'il ne touche au but, 5 autres coups peuvent être tirés. Ce camion équipé d'un système d'artillerie est un César français. On est resté 1 semaine en France pour se former. Maintenant, on peut l'utiliser avec un bon niveau d'efficacité. Et le canon donne de bons résultats. Le bilan pour l'instant pour les Césars français, nous dit-on, se monte à une centaine de cibles russes détruites. On a évidemment reconnu la voix de Michel Scott. Les Ukrainiens adorent nos canons César. Ils ont raison. Vraiment, ils le disent tous. Et donc, l'idée, c'est qu'on aurait, nous, Français, des agents secrets, donc notamment de la DGSE, qui aideraient sur place, non seulement on les aurait formés en France, mais sur place à l'utilisation de ces canons, c'est ça? Alors ça, je ne sais pas dans le détail. Ce qui est certain, c'est que ce sont des matériels hautement sophistiqués. La France ne dispose, je crois, que de 76 ou 78, enfin c'est un nombre limité, parce que ce sont des armes qui sont très chères à fabriquer, mais dont l'efficacité est redoutable. Je crois que s'il y a des Français dans l'environnement des canons César, c'est moins pour enseigner aux Ukrainiens comment s'en servir. Ça a été fait en France, c'est ce qu'ils disent. Je pense que c'est plutôt pour veiller sur ces matériels, s'assurer qu'ils sont utilisés conformément aux accords qui ont été passés entre les Ukrainiens et les Français, et peut-être intervenir si nécessaire, s'ils pouvaient être mis en danger par peut-être des commandos russes qui viendraient infiltrer, qui viendraient tenter de détruire ces canons. Mais je pense que les Ukrainiens n'ont besoin de personne pour s'en servir. Ils ont été formés, sont des armes sophistiquées, mais enfin, les soldats ukrainiens sont très compétents. Mais, encore une fois, ce ne serait pas normal qu'il y ait quelques Français dans leur environnement. Question sur la co-belligérance. Si nous avons plusieurs dizaines d'agents français sur le terrain, pourquoi le président de la République dit-il ceci? La ligne reste la même pour l'ensemble des alliés. Continuer à fournir des armes défensives et létales. Le faire dans un cadre d'efficacité complète, mais avec une ligne rouge, vous le savez, qui continue de ne pas être co-belligérant. Oui, non, pas être co-belligérant, d'avoir des agents secrets? Vous savez, non, pas du tout. Le premier... C'est les militaires, c'est ça? La co-belligérance, il y a des hommes en uniforme. D'abord, ça n'est pas une guerre. Et la France n'est pas... Du point de vue russe, ça n'est pas une guerre. Enfin, ils changent d'avis tout le temps, donc on ne sait jamais. Et du point de vue français, ça n'est pas une guerre. La co-belligérance, c'est en gros, c'est quand des soldats français combattent contre les Russes. On n'en est pas là. Il y a un appui qui est très important, mais ce n'est pas ça du tout. Les Américains sont engagés très au-delà, et en fait, ils avouent eux-mêmes, enfin, ils confient eux-mêmes quasiment être co-belligérants. Le patron de l'US Cyber Command, c'est-à-dire le grand commandement américain qui s'occupe du cyberespace, ce général est aussi le patron de la NSA américaine, c'est-à-dire la très grande agence de renseignement technique, a déclaré au début du mois de juillet, c'était auprès de vos confrères américains, que l'US Cyber Command avait mené au profit de l'Ukraine contre les Russes des opérations de cyberdéfense, mais aussi des opérations de cyberattaque. Donc, vous savez, la guerre, la Troisième Guerre mondiale, en fait, elle a débuté depuis longtemps. Elle est dans le cyberespace. On la voit assez peu. Il y a parfois un certain nombre d'événements très spectaculaires qui mettent en évidence cela. Et par exemple, les Américains mènent des opérations offensives dans le cyberespace. On est quasiment dans le cas de la co-belligérance. Quasiment, mais on ne franchit pas la ligne rouge dont parlait le président. J'ai une dernière question qui est double. Comment fait, d'après vous, Zelensky pour rester en vie? Est-ce que nos services secrets l'aident? Et est-ce que vous pensez que nos services secrets sont tentés de tuer Vladimir Poutine? Non, sur ça, non.
Les services occidentaux, depuis très longtemps, à commencer par la CIA, ont renoncé à tuer des chefs d'État étrangers. Vous savez, la CIA, pendant des décennies, a essayé de tuer Fidel Castro, le dictateur cubain, avec toutes sortes de stratagèmes. Ça n'a jamais fonctionné. Les pays occidentaux ne font plus ça. La France ne fait pas ça. Il l'a fait peut-être encore dans les années 50 en Afrique. C'est possible. Mais ça, c'est un mode d'action qui n'aurait d'ailleurs aucune portée. Et alors, le président Zelensky, je pense qu'il est à la fois très intelligent lui-même. Il prend des risques considérables. On l'avait vu au début de la contre-offensive il y a quelques semaines sur le terrain. Dans le Donbass. Il était à quelques kilomètres de la ligne de front. Donc, il sait prendre des risques. Mais je pense qu'il est extrêmement bien protégé par toutes sortes de mesures. Le service de renseignement intérieur ukrainien, le fameux SBU, a une branche qui fait la protection de personnalité. Il n'a pas besoin de nous. Ils savent faire ça. Peut-être y a-t-il eu un certain nombre de compléments qui ont pu être apportés par les Occidentaux. Pourquoi pas ? Mais on reste sur cette question. Vous avez dit le plus que vous pouviez nous dire. Merci beaucoup, Jérôme Poirot, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Dans Tout est Paul, dans un instant, les chroniqueurs. Au moins 2 questions. Est-ce que Sarkozy LR, c'est fini ou pas ? Et puis pourquoi on mange du homard et pas du dauphin ? Tout de suite, vous voyez, c'est varié comme menu. À tout de suite. Sans transition. C'est parti.